Bienvenue sur Double Slash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web. Bonjour à tous, on se retrouve sur un nouvel épisode de Double Slash, donc épisode numéro 7. Aujourd'hui, on va parler de CSS et plus précisément de Tailwind. Donc, comme d'habitude, Alex est avec nous. Salut Alex. Salut à tous. Donc, le sujet du jour, c'est un framework CSS. Toi, tu as l'habitude de l'utiliser. Enfin, en tout cas, tu le connais. Et moi, pas du tout. Donc, le but du jeu, je pense, aujourd'hui, de l'épisode, ce serait évident. Je pense que il faudrait que tu essayes de me le vendre, en fait, de me convaincre de l'utiliser. Parce que j'avoue que les Ok. CSS framework, je suis un petit peu refroidi depuis quelques temps. J'ai plus trop l'habitude d'en utiliser. Donc, quel est l'intérêt, T'es quoi? plutôt adepte, t'es plutôt adepte de tout faire à la main, de tout contrôler et tout ça? Ouais, en fait, je trouve qu'avec disons qu'aujourd'hui, en 2020, avec Flexbox, Grid, etc., je vois plus trop l'intérêt d'utiliser un framework. Et avec PostCSS derrière qui te mouline tout ça, avec autopréfixeur et tout. Donc, c'est tellement simple aujourd'hui que, ouais, quel est vraiment l'intérêt d'utiliser un framework? Bah, Ok, d'accord. voilà. Ok, je vais partir en fait depuis la base. En fait, je vais pas essayer de te vendre Tailwind CSS. Je vais juste te parler de Tailwind CSS et quel est son paradigme, comment il fonctionne. Et tu vas voir que, en fait, tu verras par toi-même l'intérêt ou pas. Ok. Alors déjà, Tailwind CSS, ce qu'il faut comprendre, c'est ouais, c'est un framework, OK, mais c'est pas qu'un framework. On va dire, c'est pas un framework comme les autres. On va dire, c'est pas du Bootstrap ou du Material Design où on va avoir Hmm. des choses qui sont un peu toutes prêtes, des cards ou des boutons, et on appelle notre classe BTN et tout de suite, hop, c'est designé. Le problème, c'est que ce type d'approche, elle est correcte si tu changes pas trop du cadre. Mhm. En clair, si tu fais un truc où tu n'as pas trop de custom, ça marche. Le problème de ça, c'est que tu vas vite arriver, on a connu ça au départ avec Bootstrap où tous les sites se ressemblaient Ouais. au possible parce ils utilisaient tous Bootstrap. Donc on avait tous le même style. Maintenant, quand on a un peu l'habitude des frameworks, on arrive sur un site, on peut facilement voir quel framework ils ont utilisé ou pas. Mais en fait, ça dépend du niveau de la boîte, quoi. Si la boîte est vraiment établie, ils ont mis en place un design system, des choses comme ça. Ouais, là, c'est que du custom et il y a une certaine uniformisation. Et c'est ça, en fait, qui est intéressante. Ça va être l'uniformisation. Sauf que quand on est tout seul ou quand on est en toute petite équipe, on va pas avoir spécialement un designer qui va faire un design system où tout va être Hmm. une sorte de nomenclature où tous les espaces sont identiques, les polices sont identiques, tout ça. Donc, soit on se le fait nous-mêmes en tant que dev et on fait tous nos styles et on garde toujours une certaine consistance. Mais ouais, ça représente beaucoup, beaucoup de travail. Et en fait, l'avantage de Tailwind, et c'est comme ça que Adam Wathan, qui est le créateur, l'initiateur du framework, le présente. Lui, en fait, il dit c'est une API pour design system. En clair, c'est un framework où déjà on va pas taper une ligne de CSS. Ah. On ne tape plus aucune, aucun CSS. Et tout va se faire en fait avec des classes et des classes qu'on appelle utilitaires. Le truc qu'on connaît facilement, qui a été intégré dans pas mal de frameworks autres, c'est le fameux M-2 qui correspond en fait à margin intégral de 50% de EM. Et en fait, on a une sorte de graduation comme ça avec MT, donc c'est margin top 2 ou 4 de 1 EM. Et en fait, ça, l'avantage d'utiliser ça, c'est on va pouvoir mettre des marges très très rapidement. Et surtout, le margin top 1 EM, on va peut-être le taper 50 fois
si on le fait en CSS, ce code-là, il va être utilisé par plein de composants ou à plein d'endroits dans le site, mais il est écrit en dur souvent plusieurs fois. Ok. Donc déjà, on va l'utiliser on va l'écrire, on va dire en dur. La référence de margin top, elle est écrite qu'une seule fois. Hmm. Ouais, en fait, Et est-ce qu'ils ont parce que est-ce qu'ils ont découpé chaque propriété comme ça en micro classes en fait? C'est ça un peu oui, le principe? Donc, absolument. d'accord. En fait, Hmm. tout est en classe. Tout est en classe. Donc, en fait, tu vas avoir tous les spacings, donc les margins, les padding, padding top, padding bottom. Donc, ils ont découpé tout. Les fontes, les graisses de fonte, Hmm. de super light à super bold. Les lettres, pareil, le letter spacing, ils Hmm. vont avoir une grade de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et tu vas avoir comme ça tout, mais vraiment toutes les propriétés CSS possibles. Donc, par exemple, pour un display flex que tu parlais tout à l'heure, Hmm. bah, au lieu de faire un display flex, tu vas juste mettre la classe flex. Flex-colonne, c'est équivaut en fait à flex direction colonne. D'accord. Flex-start. Donc en fait, euh, ce qui va te permettre, en fait, tu vas pouvoir écrire très rapidement. Vraiment, tu gagnes vraiment un temps parce qu'en fait, quand écris ton markup, en fait, en même temps, tu le design. Et tu le design avec une certaine consistance parce que bah, c'est toujours la même chose. Donc ça, en fait, lui, il part du principe que maintenir du CSS, c'est quand même difficile. Hmm. Ça amène quand même des problèmes. Par contre, maintenir du markup, enfin du HTML, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc ça, on va dire, la base de Tailwind. Alors, c'est pas un nouveau concept. Je crois que le premier commit, il est en juillet 2017. Aujourd'hui, il y a 24 000 stars sur GitHub. Il y a plus de 2000 commits. C'est une licence MIT. Il y a tout un écosystème qui s'est greffé autour de ça. Donc, ouais, c'est un framework quand même qui est vraiment en place et je pense, qui est mature pour passer, pour s'y intéresser. Par contre, ouais, c'est un changement de paradigme, quoi. Après, je sais pas, toi, tu utilises des conventions spécifiques, style les BEM, les SMAX, tout ça, là, ou pas tant? Ouais, j'ai utilisé un peu tout. Maintenant, aujourd'hui, je suis plutôt dans le. Je crois que c'est plutôt BM aujourd'hui ce que j'utilise. Attends, c'est comment? Je sais même plus les noms en fait. Si tu veux, j'utilise le Avec component. style notif heading, Ouais, voilà, c'est ça, ouais, avec des tirets ou des quelque underscores chose, là. notif content. Voilà, Ouais, ok. on a tous un peu notre façon d'écrire les classes, mais ouais, j'utilise un petit peu le nom du. Enfin, en gros, le component, puisqu'en plus, comme je fais du React, on est vraiment sur les components. Donc, tu as le nom du component, Mm, underscore, si c'est le head ou un truc comme ça. Et après, enfin voilà, tu découpes. Après, ouais, c'est vrai qu'à une époque, on faisait ça pour vraiment séparer et reconnaître un petit peu la fonction de la classe, etc. Après, on a moins ce problème quand tu commences à utiliser du React où tu as les classes qui se génèrent un petit peu automatiquement avec les CSS modules ou des trucs comme ça. Donc, tu as moins ce problème de classes qui se rentrent dedans. Ouais, il y a différentes façons, mais ça, je crois qu'aujourd'hui, c'est plutôt BEM qui est utilisé, il me semble, mais ouais. en majorité. Ouais, après, je suis complètement d'accord avec toi et je trouve que maintenant, toute cette convention de nommage, elle, elle perd un petit peu de plus en plus de sens pour moi quand on utilise des composants, quoi. Parce que tout va être dans le composant. Après, tu vas pouvoir scoper ton CSS à l'intérieur de ton composant ou pas. Mais en fait, si tu veux avoir une sorte de portabilité de tes composants et pouvoir les utiliser un peu partout, bah, tu vas tout intégrer dedans, quoi. Hmm. Donc, en fait, ton CSS, il va être dans ton composant. Et bah, avoir des conventions de nommage comme ça, notif, par exemple, tu fais une notif heading, notif content, bah, en fait,
c'est juste à l'intérieur de ton composant. Donc, tu vas avoir tout ton code qui va être centralisé au même endroit dans ton composant. Du coup, bah, ça met en fait, ça met une complexité, supérieure et enfin, quand je dis complexité, c'est que les conventions de nommage, c'est toujours compliqué, tu vois? De comment ça s'appelle? Est-ce que c'est explicite? Et vu que la durée de vie c'est dans ton scope de composants, moi, ça me dérange pas tellement, de mettre, plein de classes. Le seul problème que j'y vois, c'est après en termes de lecture où, quand tu commences à mettre, 20-30, ouais, une vingtaine de classes parce que tu as des propriétés, tu vois, displayFlex, justify content, bah, ça va être justify center, item center, border, 2 par exemple et border-bg, avec la couleur et tout ça. Donc tu vas commencer à avoir beaucoup de classes. Ça, tu vas perdre en lecture et là-dessus, je te l'accorde, Mmh. c'est gênant. Par contre, ce que tu peux faire après, en fait, bah, c'est étendre Tailwind et en fait, juste le déporter. C'est-à-dire dans ton composant, tu vas l'appeler avec ta convention de nommage que tu veux, BTN ou Notif ou ce que tu veux. Et dans ta partie CSS de ton composant, tu vas faire .btn et tu vas appliquer les classes de Tailwind. Et donc, en fait, tu vas juste déporter, ce qui fait que dans ton markup, dans ton HTML, tu as juste les infos de ta classe, mais toutes tes propriétés CSS, elles sont déportées sur Tailwind, qui sont déportées dans ton scope de CSS. Donc, au final, avec une approche composant, c'est pas Mmh. tant gênant, quoi. Mais en fait, c'est le gros travers que en fait, beaucoup de gens critiquent Tailwind en disant ouais, mais c'est une récession, quoi. On revient à écrire limite le style dans le HTML comme à l'époque où on faisait style égal et puis on mettait nos notes CSS pures. Je pense que c'est pas du tout ça. Et maintenant, on fait quand même de plus en plus de composants. Donc, en fait, bah, c'est pas enfin, moi, ça me gêne, pas tellement de venir, bah, tout mettre, à l'intérieur, Ouais. du, composant, quoi. Bah, c'est vrai que moi, enfin, moi, j'ai l'impression, en fait, quand je regarde les exemples, tout ça, j'ai un peu l'impression que oui, alors déjà, dans un premier temps, ne pas écrire de CSS, moi, ça me dérange un peu parce que j'aime bien écrire du CSS déjà. Enfin, je sais, il y a beaucoup de gens Bah, qui. moi aussi. Moi, j'adore écrire du CSS. Après, ouais, c'est cool, hein, tu as toutes les propriétés qui représentées par une classe, mais est-ce que c'est pas, oui, comme tu dis, bah, déporter le CSS dans le HTML, en fait, via des classes. Est-ce que oui, alors je comprends le gain de vitesse au niveau de l'écriture, puisque une fois que tu connais tes classes par cœur, et que, du coup, tu travailles que dans un seul fichier HTML, tu n'as pas besoin de naviguer entre le CSS et Ouais, les HTML. Ouais, il y a des c'est avantages. ça. Après, ouais, ça fait quand même beaucoup de classes qui s'additionnent dans un component, dans un tag HTML, j'ai l'impression quand même, non? Enfin, ça a l'air de faire des trucs à Ah rallonge. mais complet, Ouais. complet, complet et c'est en ça où je pense qu'il passer un certain nombre de classes pour gagner en lecture, bah, tu mets tout ça, dans une classe BTN et tu viens appliquer toutes les classes que tu as mis de Tailwind, tu viens les mettre, en mode apply, tu vois? Ouais, Cette classe vient hériter de toutes les anciennes bah, ça, classes j'ai et pas trop. et et comme ça, Ouais. c J'ai pas trop compris comment ça fonctionnait. Tu vas nous expliquer un peu déjà comment fonctionne Tailwind? Parce que là, j'ai pas. Attends, j'ai pas compris comment on pouvait encapsuler ça dans une en classe, fait, en fait. Ouais. tu peux étendre, les propriétés et de Tailwind parce qu'à un moment donné, Mhm. OK, ils ont pensé on va dire à 95, mais toi, tu veux créer toi-même, des choses, bah, tu as la possibilité d'étendre ton framework et donc tu vas pouvoir le customiser, si tu veux. Donc si tu veux rajouter, un spacing que tu as pas, si tu veux changer ta couleur, si tu veux rajouter une couleur, tu peux l'étendre et tu as différentes, approches pour l'étendre. Soit tu viens étendre les fonctionnalités propres de Tailwind ou tu viens ajouter des composants.
Et ces composants-là, en fait, si tu crées, par exemple, une classe composant, Mmh. tu vois, ou une classe BTN, pour reprendre le fameux Bootstrap. Si tu viens créer une classe BTN, à l'intérieur de cette classe CSS, tu vas pouvoir en fait utiliser un apply. Tu vois, c'est comme si Ah en oui. SAS, ça venait hériter d'une autre classe. Tu vas faire apply et tu vas écrire en dur toutes tes classes Tailwind, ce qui fait que ta classe BTN va hériter de toutes les classes de Tailwind. Ce qui fait qu'en termes de lecture, tu as juste déporté dans ton CSS, si tu veux le faire. En fait, tu n'as pas écrit display flex, tu as juste écrit flex. En fait, c'est comme en SAS avec l'héritage. En fait, tu viens hériter de toutes ces classes. D'accord. Ouais, Ça te parle mieux ou ouais, pas je du vois tout? en fait, j'ai trouvé l'exemple là, ce que tu es en train d'expliquer, sur le site. Ouais, ouais, je comprends mieux maintenant, ouais. Avec l'exemple sous les yeux, je vois, avec le apply, là, ils font l'exemple d'un bouton bleu et ils font un apply, BG Blue 500, text white, font bold, donc voilà, OK. Oui, OK. Donc oui, je comprends. Dans ce cas, c'est mieux, ouais, parce que du coup, tu peux, créer, bah, tes composantes qui veulent parce que finalement, en fait, moi, le truc, c'est pourquoi j'utilise plus de framework, ou alors pourquoi, enfin, c'est que la plupart du temps, on utilise à peu près les mêmes choses, quoi. Des boutons, des alertes, des trucs comme ça, et c'est quasiment toujours la même chose. Donc une fois que tu as commencé à faire ton petit truc en SaaS avec tes mixins ou des choses comme ça, tu les réutilises de projet en projet. Donc c'est vrai que pourquoi, je vais m'embêter Ouais, à me je créer une suis dépendance avec un framework? Tu vois le truc? Mais après, effectivement, je vois qu'avec Tailwind, tu peux créer tes petits composants de boutons et après, voilà, les réutiliser de projet en projet. C'est aussi ça l'intérêt, c'est à chaque fois de réutiliser de projet en projet. Bon, ouais, ouais, OK. Non, ouais, c'est bien d'avoir les 2 possibilités en tout cas quand tu commences, ouais, exactement. Et ouais, ouais, ouais. Mmh. et pour moi, c'est hyper important justement de pouvoir étendre et de pouvoir réutiliser ces choses-là de projet en projet. Sinon, en fait, on recode la roue à chaque fois et bon, c'est super usant, quoi. Après, t'es gros adepte de SAS et Ouais. avec quoi enfin, pourquoi tu utilises SAS? Alors, je suis gros attention, alors, je suis de moins en moins adepte de ça. Non, j'utilise SAS depuis quelques années parce qu'il y a pas mal de trucs. Moi, j'aime bien après c'est décrié, mais tu sais, de scoper, tu sais, les héritages, je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs. Tu sais, quand tu écris, une classe, et après tu rajoutes, dedans vidéo ou image, tu sais, comment ça s'appelle? Ouais, tu viens nester, Ouais, quoi. nester, voilà, c'est ça. Nester. Non? Tu viens Ouais, nester, ouais. les éléments entre eux. Ça, je trouve ça super parce que c'est pratique. Après, ça devient vite le bordel. Donc, on m'avait conseillé de jamais aller trop loin en profondeur parce qu'après, ça devient illisible. Mais il y a ça, plus les mixins, plus les variables, etc. Ça, c'est vraiment pratique pour ça. Après, c'est tout compilé. Aujourd'hui, j'utilise un peu moins ça. C'est mes derniers projets. Je suis plus passé sur du post-CSS. Post-CSS où je rajoute Donc tu es quelques passé d'un plugins, en fait. pré-processeur à un Ouais, post-processeur. en gros, ouais, c'est ça, voilà. Donc, du coup, Ouais, j'ai commencé à utiliser quelques plugins. Bah, autopréfixeur, il est, heu, il est obligatoire, quoi, j'ai envie de dire. juste magique. Ouais, et Ouais, bien après sûr. 2-3 trucs, quoi, Nested, tout ça, je l'utilise aussi, et puis voilà, je mixe un petit peu, mais c'est déjà c'est plus simple, au niveau de la config, et puis, je trouve ça un peu plus light, et Eh ben, mmh. bonne nouvelle, Mmh. Patrick. Bonne nouvelle. Avec ta WinCSS, tu peux utiliser PostCSS, bien sûr, avec tes imports, tes autoprefixeurs Ah, et ton PostCSS nested. OK, bah, écoute. Donc, tu peux faire une migration super rapidement. Donc, facile. Donc, pour le coup, ouais, il y a pas de SAS. Et tu peux tout faire en post CSS. Par contre, il y a un truc qui était pas mal. Je pense que tu utilisais peut-être des mixins pour gérer enfin, je sais pas si tu utilises tes mixins pour tes media query ou pas. Oui. Pour- Oui, j'utilise des Ouais. mixins. J'ai un mixin que j'utilise pour les médias query. Enfin, je crois que j'ai un plugin ou un mixin. Enfin, ça dépend des projets, mais j'avais 2 trucs. Ouais. Parce que j'aime pas réécrire En 10 tout fois cas, les médias query, tout le temps, la même chose, en fait. Donc, ouais, bien sûr. Et bonne nouvelle ah. sur Tailwind, en fait, il gère aussi tout le côté responsive
avec un objet qui s'appelle screen, en fait, où tu Screen? viens OK. donc, ouais, en fait, tu viens définir ta largeur d'écran. Et donc par défaut, bien sûr, c'est mobile first, hein, comme Mmh. beaucoup de frameworks. Et après, tu vas avoir SM, AMD, LG, XL. Et donc par définition, tu as une valeur en pixels absolue. Et celle-ci, elle est bien sûr, elle est customisable. Tu peux la faire évoluer. Par contre, tu vas pouvoir utiliser SM, deux points, et euh, tes classes Tywin. En Mmh. clair, ça veut dire que, par exemple, sur mobile, tu fais un display flex, et dès que tu passes sur tablette, par exemple, eh ben, tu vas faire SM-block. Ce qui fait que à partir de ce media query, en fait, tu vas supprimer la classe flex et tu vas appliquer un display block. Juste dans les classes comme ça, tu Donc en rajoutes, fait, les 2 points dans les classes, juste dans les classes, en fait, c'est comme si tu rajoutais ouais, un préfixe à ta classe. Donc ton préfixe, ça va être SM deux points. Donc ça veut dire que toutes les classes que tu vas mettre derrière ces deux mmh points ouais. ne vont s'appliquer que en mode SM, ou que à partir de l'écran de taille MD, de taille LG que tu as défini ou que tu as utilisé par valeur par défaut. Donc, en fait, ça, bah, ça te donne en fait un contrôle absolu sur ton responsive, quoi. Ouais, et du coup, tu écris plus de media query aussi dans le CSS, du coup? De toute façon, tu fais pas de CSS, mais mais du Mais coup non, tu fais plus de CSS, donc ils disent: «Ah ouais, OK, c'est cool, mais moi, les valeurs, je les écris où?» Et donc du coup, oui, tu les écris à l'intérieur d'accord, ouais. de ton markup. Et tu vas aussi avoir des comment? Des variantes, par exemple sur le hover. Ah, et tu dis: «Bah, mais moi je veux en fait que quand je passe ma souris au-dessus de mon BTN là, Mmh bah, je vais faire, mon point BTN hover, et je veux que ça fasse quelque chose». Donc soit tu le fais en CSS avec, on va dire non, tu le fais, via ta classe de ton composant avec ton apply et tout ça, où tu as mis ton hover. mh. Ou si tu veux le faire directement dans ton markup, bah, tu vas faire over, 2 points, et tu changes, ta valeur de background. Par exemple, le truc un peu classique, c'est soit tu prends un bouton plus foncé ou plus clair, mais tu vas faire un over, 2 points BG red-600, un truc comme ça. Mmh. Et tu vas modifier ta couleur de background que sur le hover. OK. Et donc on va dire sur toutes les variantes, tu en as vraiment plusieurs, pour, justement, bah, créer, toutes les possibilités, en fait, Mmh. parce que, bah, ouais, tu as over, tu as first child, tu as last child, tu as les trucs, pair, impair. En fait, tu vas avoir plein comme ça de de variantes où tu peux, justement appliquer uniquement sur Et certaines tu propriétés, peux quoi. mixer, les variantes et les breakpoints, les MD, tout ça ou pas? Truc idée à la con, hein, mais je sais même pas si ça Alors, sert à quelque chose, mais c'est une ouais, ouais, question, alors en fait, je veux que sur mon mobile, voilà. je veux que le hover. Je t'avoue, je sais pas, je sais pas. Tu vois, Je j'avoue, non, mais c'est une question à la j'ai pas con, hein, c'était testé. juste un piège. C'est Mais tu vois, le truc facile, c'est ouais, le hover, le focus, le active, le disable, le visited, le first child, last child, odd, et even, le group hover. Ah ouais, ça, c'est pas mal. Le group focus, en fait, c'est quand tu mets une propriété groupe, par exemple, typique, c'est quand sur des cards, en fait, bah, tu veux que un élément, un enfant, par exemple, il vienne aussi changer sa propriété. mmh, Et bah, avec le groupe over, tu vas pouvoir faire ça. Donc, ouais, non, ça amène quand même un niveau de customisation et une finesse de paramétrage qui est quand même hyper, hyper fine et d'accord. assez intéressante.
Et Ouais, ça me semble pas mal. Après, pareil ouais, aussi sur... je te coupe, mais Ouais, vas-y, vas-y, les, vas-y. est-ce que toi, tu l'as utilisé déjà plusieurs fois? Est-ce que c'est facile à retenir, en fait, toutes les propriétés, les classes, en fait? Est-ce que c'est des noms Ouais. logiques, en fait, et que du coup, bah, une fois que tu as travaillé Alors ouais, dessus, tu les les conventions de nommage sont vraiment, vraiment faciles. Tu vois, sur le padding, c'est un truc que tu vas faire, hein, souvent, P tiré machin. Donc ça, c'est plutôt, c'est plutôt facile. Margin, pareil, margin top, empty. Donc en fait, une fois que tu as le pattern, mmh. OK, ça va relativement, vite. Après, tu veux faire un background rouge, et bah, c'est BG-red- la valeur qui va de 100 à 900. Ah bon? Ah, Et en fait, tu vas avoir une certaine intensité. Ouais, au niveau des couleurs, tu vas avoir 9 niveaux de couleurs, ce qui te donne en fait un niveau d'intensité de couleur. Et ça, c'est plutôt pas mal si tu veux rester dans le même scope, quoi. et Sinon, tu ouais. c'est toujours pareil. Si t'as pas un designer qui t'a fait un truc nickel, bah, tu vas vite te retrouver limité. Et le danger, c'est de faire des trucs qui sont pas très très jolis et harmonieux. L'avantage de rester dans ces scopes de couleurs, bah, c'est que ça résonne plutôt facile. D'ailleurs, Adam Wadan et son pote Steve, je sais plus son nom là, ils ont fait un bouquin qui s'appelle Refactoring UI, que j'invite tout le monde à acheter. Alors qui est pas donné pour un PDF, on est d'accord, mais qui est super intéressant. Justement, où il vient écrire des règles de design. Et moi qui n'ai pas un background de designer, avec cette fibre, on va dire, ouais, vraiment artistique et tout ça, euh, en fait, il vient écrire des règles en disant, voilà, si vous respectez ces règles-là, votre truc, il sera harmonieux et ça sera facile, quoi. Et justement, il utilise des règles comme ça pour les couleurs, pour les font size, les line height ou les choses comme ça. Et tout ça est automatiquement accessible depuis Tailwind. Du coup, en respectant toutes ces règles, on a quelque chose d'harmonieux, facile, ouais, et rapide à implémenter, quoi. Donc, c'est en ça où c'est OK. euh, plutôt Bah, intéressant. question, j'ai une Par contre, ouais, ouais, alors question, vas-y, vas-y. bah, tu sais bien que, on reçoit des designs des fois avec des couleurs un peu, spécifiques. Oui, Donc il y a des couleurs qui sont déjà inclus dans Tailwind, mais, est-ce qu'on peut rajouter oui, des couleurs, tout ça? Ou enfin, j'imagine que c'est oui, possible? absolument. Alors, en fait, il faut vraiment voir ça comme une base. Et en fait, c'est vraiment un système ouvert où tu peux rajouter autant de trucs que tu veux. Pour l'instant, la seule chose où je suis pas encore super convaincu, c'est leur système d'implémentation de grid. Mmh. Ils font un truc, mais ça me convient pas. Donc, c'est le seul bémol que je mettrais aujourd'hui. Mais je pense que en fait, faire un framework pour du grid, c'est un non-sens, je pense. Donc, en fait, c'est peut-être le seul moment où, quand je vais construire mon layout, quand je vais construire ma page, je vais faire du CSS pur avec les grids, où je vais définir toutes mes sizes, où est-ce que ça commence, où est-ce que ça s'arrête, quel est le comportement. Ça sera fait en CSS pur, en grid, et tout le reste, ça sera fait avec Tailwind, quoi. Et du coup, aujourd'hui, c'est le seul bémol que je vois. Par contre, c'est complètement étendable et customisable à, OK, à ta guise, OK. quoi. Et en plus, il y a tout un écosystème qui s'est mis. Par exemple, tu veux créer, justement, vu que les couleurs sont basées sur une, une, euh, une déclinaison de 9 couleurs, du plus light au plus, euh, au plus, euh, au plus foncé. Mmh. En fait, il y a plein de petits sites qui se sont mis en mode, bah, tu donnes ta couleur de référence qui correspond au milieu.
donc à la 500 et à la valeur 500 parce que c'est de 100 à 900, plus léger au plus foncé et tu donnes ta valeur de 500 et lui, automatiquement, il te vient générer, la couleur avec toutes les déclinaisons. Il te donne le petit snippet de code que tu intègres, dans le tailwind.config.js Mmh. et tu viens étendre les propriétés de Tailwind avec la couleur que tu viens lui donner et donc bah, ouais, ça te permet d'avoir un niveau de customisation, assez C'est intéressant sur quoi ça, et le site? C'est un site qui donne les couleurs comme ça? oui, oui, oui. Bah, en fait, alors je mettrai le lien dans Ouais. la doc, de tête, je suis incapable de te le dire. Mais ouais, je le retrouverai. En fait, comme je disais, il y a une grosse communauté qui s'est mis en place derrière. Il y a un site qui s'appelle Awesome, Tailwind CSS où justement, on Mmh. va avoir plein de petits plugins qui viennent, étendre, les fonctionnalités de Tailwind. Je pense surtout, au formulaire où, voilà, très vite, on va arriver sur des trucs un petit peu plus complexes. Il y a beaucoup d'exemples qui sont faits, donc des codes pen, ou des codes sandbox, dans tous les sens avec, Tailwind où justement ils montrent, comment ils ont intégré. C'est pas mal aussi sur, l'accessibilité, tu vois? Sur le respect des bonnes pratiques. Mmh mh. Tu vois? Il y a un anti-alias, il y a des choses comme ça où, d'entrée de jeu, dès que tu mets, Tailwind CSS, tu remets tout à zéro. Tu remets tout à zéro dans ton navigateur. Par exemple, enfin, on le sait tous, mais sur Chrome, en fait, naturellement, ton body, il prend de la marge parce que c'est Chrome qui te dit, moi, je te force à mettre de manière naturelle et il vient aussi interpréter les H1, les H2, les H3. Il met en fait des espèces d'applications de style sur les balises, Mmh. Le style on va par dire, défaut. Mmh. commune et voilà, un style par défaut, merci Mmh. et c'est exactement ça. Lui, Tailwind, il met tout à plat, et tout est, identique, quoi. Ce qui fait que tu as vraiment un contrôle absolu et surtout tu as pas de parasites, tu vois, si tu décides d'utiliser, navbar, aside, section, en fait, tu as pas d'application de style par défaut, quoi. OK. Hem, donc ça déjà c'est plutôt bien et ils ont ouais, pour revenir sur l'idée première qui était, toute la communauté. En fait, il y a plein de systèmes, enfin de petits plugins pour venir, étendre et apporter des solutions directes. Par exemple sur, les selects, sur les inputs, si on veut vraiment customiser, le truc. D'accord. Par contre, ça reste que du HTML et du CSS. Donc, si on veut intégrer le JavaScript à l'intérieur, bon, bah, c'est à nous de le faire de manière à la main, quoi. Mmh. Mais c'est là où moi je trouve c'est super intéressant, c'est qu'on a déjà en fait, ouais, moi je vois vraiment ça comme une API pour un design system, quoi. On a des références, on a un niveau de customisation qui est hyper élevé. Et c'est ça, en fait, qui m'intéresse, c'est que pour sortir un petit peu de ces systèmes où ouais, ton composant il est prêt à être utilisé, super. Par contre, bah, s'il ne fit pas parfaitement à ce que tu veux, bah, là, c'est vraiment très compliqué, quoi. Mmh. Donc, Ouais, 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 c'est soit clair. soit il y a 20 000 propriétés, soit il y a 20 000 props, pour venir modifier, soit, bah, tu peux pas, quoi. Et alors, il y a pas de secret pour moi, mais enfin, pour personne, moi, je suis plutôt adepte de Vue et là, je suis en train de refaire, des composants, mais qui sont totalement agnostiques sur le design et sur le markup pour venir extraire vraiment toute la partie comportementale du clic et tout ça en utilisant, des scopes, heu, des slots scopés où en fait, bah, ouais, je veux mettre une réaction sur mon bouton, bah, j'appelle, la propriété que je veux, sur le add click et puis terminé. Ce qui fait que mes composants en fait sont totalement design, ils sont neutres Mmh en mh. termes de design, quoi et ça, justement, je peux appliquer mon design
par défaut parce que j'ai déjà fait mon petit composant avec toutes les classes CSS de Tailwind, mais il est customisable hyper rapidement, pour le faire matcher vraiment à ce que je veux, quoi. Donc, en fait, je trouve ça amène un gros niveau de granularité et surtout, ça nous enferme pas dans un paradigme, par exemple, material design ou des choses comme ça. On peut vraiment contrôler tout ce qu'on veut, quoi, et ça, c'est ça, en fait, qui me plaît, beaucoup. D'accord. Ouais, 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 je comprends ce que tu veux dire. En fait, ouais, parce que Bootstrap, tout ça, effectivement, les sites, ils étaient tous pareils, quoi. Ensuite, je sais que la version 4. Ouais, après, Hmm. c'est quand même une grosse révolution quand même parce que Oui, ça a amené un limite, des standards, tu vois? bah, C'était pas ouais, mal c'est quand ça, même. en fait. C'était une révolution un petit peu d'avoir des frameworks CSS. Ça se faisait pas trop. Il y a eu Bootstrap, il y a eu, je sais plus comment il s'appelait, là, un qui était un autre aussi. Fondation? Ouais, Foundation, c'est un que j'utilise. Moi, j'utilisais plus Foundation et Ouais. puis j'étais pas trop fan de Bootstrap. Après, il y a eu la version 4 de Bootstrap où là, où justement, on pouvait un peu plus toucher les variables, tout ça, pour changer un peu les trucs par défaut. Donc, un peu plus customiser le CSS, tout ça. Mais ouais, c'est vrai que, bah, tiens, et tu parlais de plugin. Comment ça s'installe un plugin sur Tailwind en fait? C'est quoi? C'est un package npm que tu installes, tu rajoutes dans la config. Comment ça fonctionne en fait? C'est ça. En fait, tu veux par exemple utiliser le Tailwind Custom Form ou un truc comme ça. Ouais. Tu le rajoutes depuis NPM et dans ton fichier Tailwind config.js, tu as une clé en fait qui est plugin. Et là, en fait, tu viens faire ton require de ton plugin. D'accord. Donc, c'est assez simple. En fait, maintenant, sur les projets, tu as, un fichier Tailwind config.js Mmh. où dedans, tu vas en fait spécifier toutes les informations. Donc, au départ, il est vide. C'est pas mal au départ. Moi, sur le premier crash test que j'ai fait avec Tailwind, en fait, tu as un truc qui s'appelle npx Tailwind exemple, ou enfin, c'est marqué dans la doc. Mmh. En fait, il te génère un fichier de config plein, full en fait, avec toutes les propriétés. Ce qui te permet en fait de voir comment c'est construit, comment tu peux l'utiliser, comment Tailwind fonctionne, quoi. Et avec ça, tu comprends vraiment toutes les valeurs par défaut. Et après, en fait, tu as une clé pour étendre. Mmh. Donc, tu peux venir rajouter des nouvelles propriétés. Tu peux venir les modifier. Mais modifier les valeurs par défaut de ta Wing, c'est super dangereux parce que, en fait, tu vas te priver de quelque chose. Du coup, on va dire les best practices, c'est plus d'étendre. Comme ça, tu viens pas. En fait, tu gardes le comportement par défaut et tu viens le modifier si tu veux. Mais tu viens pas écraser le truc. OK. Et comme je sais que tu es super picky et super intransigeant sur la performance, Oui, j'allais y euh, venir. grosse. Et oui, je l'attendais, Bah je oui. l'attendais. Euh, en- et ouais, ben ouais, parce que tous ces frameworks-là, souvent, c'est des gorées, quoi. En termes de transport, Bah, tu te surtout en balades, plus des Tailwind. tonnes de classes inutilisées en fait, c'est un peu le problème, quoi. Exactement. Et ben ouais, c'est complètement nul. Et bonne nouvelle, en fait, dans la dernière version de Tailwind, je crois que c'est 1.4 quelque chose. Là aujourd'hui, on est Ouais, à 4.6, ouais. 1.4.6, mais je crois que depuis 1.4, il intègre de façon native Purge CSS. Donc en clair, quand tu es en dev, tu vas pouvoir utiliser toutes les classes et tu as installé sur ta bécane toutes les classes, Mmh. ce qui te permet d'être hyper rapide et pouvoir faire ton test. Mais au moment de ton build, en fait, tu vas lui dire, tu vas regarder dans toutes les extensions, par exemple, qui sont en point .vue ou .jsx ou .html ou .css, Mmh. et tu vas faire un diff entre les classes que moi j'ai appelées et les classes qu'il y a dans Tailwind. Et si la classe, elle n'est pas utilisée, alors tu la dégages du bundle. Mmh. Et ce qui te permet en fait de descendre de manière drastique, mais vraiment drastique, ton poids de CSS trimballé. Et OK. aussi de ton nombre de couleurs utilisées.
Parce que j'ai perdu le site, je me rappelle plus du Ouais, tout. il C'est te quoi vire tout ce qui est pas utilisé, je quoi. crois que c'est CSS Stat. Mmh. Et ouais, je crois que le site c'est CSS Stat de tête. Mais en fait, tu lui donnes ton. Ouais, c'est ça, csstats.com. Mmh. En fait, tu lui donnes à manger l'URL et lui, il vient te calculer, il vient regarder le nombre de font size que tu as utilisé, le nombre de polices, le nombre de couleurs, le nombre. En fait, et tu te rends compte que bah, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de. Quand tu fais ton custom CSS, souvent en SAS, le fameux ouais, je te donne le blue et en fait je fais 20%, ou lighter, tu vois, Mmh. lighten ou darken 20% ou des choses comme ça. Mais en fait, tu viens créer une nouvelle couleur. Et le fait d'utiliser des variables et après avec un pourcentage de la variable, tu viens créer une nouvelle couleur. Et en fait, tous ces couleurs-là, au moment de la compilation, bah, ça prend de l'espace, quoi. Mmh. Et l'avantage de rester sur un framework, on va dire, sur des couleurs qui sont prédéfinies, tu peux pas t'en sortir et surtout si tu les as pas utilisées, tu les trimbales pas au moment de ton bundle, quoi. Et enfin au moment de ton build, elles sont dégagées, quoi. Donc ça amène une grosse niveau en termes de perf. Évidemment, c'est mimifié, c'est optimisé, c'est compressé, c'est tout ce que tu veux, tu vois, euh, au moment de ton build. Mais ouais, en fait, tu viens trimballer le CSS uniquement que tu as besoin. Et comme tu as une certaine consistance sur ton margin top-2, tu l'as peut-être utilisé 50 fois dans ton application, sauf que tu n'as pas écrit si. Tu l'as écrit qu'une seule fois, donc tu le trimbales qu'une seule fois et tu l'appelles 50 fois si tu en as besoin, mais elle est écrite en dur qu'une seule fois. Or, si tu fais, on va dire, ton BEM classique, donc dans ta notification, si tu as marqué margin top 10 sur ta classe notif, et si tu as fait un margin top 10 dans ta classe, je sais pas, contente, ou dans une autre classe, tu as une margin top 10 parce que tu veux de la consistance dans ton footer, par exemple, et ben tu auras 3 fois écrit dans ton CSS margin top 10 pixels. Mmh. Tu vois le truc? Et donc, en utilisant un framework type Tailwind, bah, et avec ton purge Mmh. CSS, bah, tu viens éliminer ça, quoi. D'accord. Ouais, OK. Donc en termes de perf, à la fin, ça fait quand même la T'as diff, vu t'as quoi. vu toi les parce que je vois que, combien c'est? 140, 140 ouais, gzip, ouais, minifié 1500 kilos et en gzip 144 et Ah, tu as sur déjà les, vu les sur. chiffres, une différence, par rapport à une purge, ça divise par 2, ça divise Ah sur ouais, ouais. les projets que tu as fait toi? Ah ouais, alors oui, complètement. Non, c'est monstrueux, c'est monstrueux. Euh, En fait, pour te refaire tout l'historique, moi j'avais vu sur le net, tout le monde parlait de Tailwind, Tailwind, Tailwind. Ouais, ok, bon, c'est quoi? C'est le nouveau truc framework, CSS. Ouais, bon, allez, c'est bon, c'est quoi? Du coup, je regarde vite fait. Je lis, je parcours la doc en travers, tout. Je me dis ouais, bon, ouais, why not, pourquoi pas, je sais pas. Ouais, ça me paraît encore un nouveau truc. Ouais, on va écrire 20 000 classes, ça va être illisible, tout. Et puis voilà, le temps passe, et je sais pas pourquoi, je retombe dessus et je me dis ah vas-y, j'essaye. Je fais un crash test où je prends une page HTML et je viens importer via le CDN et je joue avec et je regarde. Et, et là, je dis: «Ah ouais, ouais, en fait, c'est plutôt rapide, en fait, c'est plutôt cool, ça va vite». Alors évidemment, la première fois, tu perds du temps, hein, donc tu as la doc à côté et tu codes avec la doc à côté. La doc est super bien faite, tu as une barre de recherche avec Algolia, donc tu tapes, ton élément que tu cherches, tu vois? Par exemple, tu veux un align item, bon bah comment ils ont appellent ça? Bon OK, c'est item-center baseline item. OK. Donc une fois que tu intègres le truc,
bah, ça va relativement vite. Merci aussi l'extension dans VS Code, Mmh. tu as un IntelliSense. Donc en fait, tu commences à taper, il te donne le nom de la classe et les propriétés CSS qui vont être Mmh, appliquées. pas mal ça. Donc Mmh. en fait, dans ton navigateur, enfin dans ton éditeur, enfin ouais, dans VS Code, tu as directement toutes les infos et du coup, non, c'est plutôt, c'est plutôt pas mal. Donc ça te permet en fait d'aller assez vite et de voir les propriétés qui sont appliquées derrière. Donc voilà, sur les trucs un petit peu plus compliqués, style le letter spacing ou des choses comme ça, ouais, bon là, tu es obligé d'aller voir la doc. Après, une fois que tu la connais, quoi. Après, autre problème, enfin, au problème que tu as au départ, c'est ah ouais, mais les variantes, donc les over, last child, les first child. Après, ton responsive. Euh, mais ça, ça se fait relativement vite. Mmh. Après, tu arrives sur ouais, mais moi, je veux ma propre couleur, je veux ma propre fonte. Et puis au final, bah, tout est marqué dans la doc. Il y a énormément d'exemples dans la doc, ce qui fait que tu comprends assez vite. Pareil, c'est quand tu veux sortir de ton markup et appliquer toutes ces classes sur une classe BTN, par exemple. Ok, donc tu prends le système de apply. Après un niveau au-dessus, tu commences à vouloir nester. Par exemple, enfin, je sais pas si tu travailles beaucoup avec du Markdown, mais enfin ouais, moi je viens récupérer du Markdown quand je fetch Mmh. et je viens appliquer mon Markdown, sauf que bah, là je vais interpréter du Markdown. Donc en fait, il faut que quel est le meilleur pattern pour appliquer quoi. Donc moi je mets une classe Markdown dans laquelle tous les H1 qui sont Ah dans OK, cette OK. classe Mmh. Markdown viennent appliquer. Donc c'est du nesté quoi. Donc bah, une fois que tu as fait toute ta classe Markdown avec toutes tes propriétés H1, H2, LI, P, machin, bon bah, tu as un peu de taf, mais une fois que c'est fait, bah, ton Markdown il est designé et il est portable, quoi. Tu peux le réutiliser sur un autre projet, tu pourras le customiser, tout ça. Donc une fois que tu explores tout ça, mine de rien, tout est dans la doc, donc c'est plutôt bien fait. Tu as beaucoup d'exemples, comme je dis. Ouais, tu joues avec ton post CSS et bah, tu fais ton build, en fait, tu vois, sur... si tu utilises Gridsome ou Nuxt, par exemple, bah, tu lances ton build et bah, tu regardes le fichier CSS. Et tu vois, pour moi, sur un micro-projet où j'utilisais bah, les niveaux de gris et les niveaux de violet, Mmh. c'était les deux couleurs que j'utilisais. On va dire les trucs classiques. Ouais, c'est mon CSS, il fait même pas 2K, quoi. C'est rien, même pas, OK. même pas. Bon. Donc ouais, c'est vraiment performant. C'est vraiment performant et tu vois un véritable, un véritable gain quand tu purges, quoi. Ouais. Et Ouais. avant, c'était une dépendance et maintenant, ils l'ont intégré directement dans Tailwind, quoi. Parce que, en fait, faire du Tailwind sans faire de la purge, clairement, non, c'est pas. Non, non, ouais, c'est pas intéressant. Limite, c'est un non-sens, quoi. Oui, c'est trop Ouais, lourd. ouais, Après, enfin, c'est le problème de tous les frameworks, c'est que tu te balades. Bah, c'est le problème de Bootstrap. Je sais pas si Bootstrap, il y a un beaucoup de système de merde. purge, mais enfin, où ils ont, enfin, si c'est possible de le faire, mais pff, en fait, en plus jusqu'à maintenant, Bootstrap, c'était avec jQuery, donc tu te trimbales avec jQuery, tu travailles avec des classes CSS inutilisées. Enfin, le mec arrive sur ton site, déjà, il doit se télécharger des trucs qui servent à rien. Donc, c'est le souci, quoi, des frameworks. Mais il est que sur la login page, Ouais, hein. voilà, donc tu dis: «Mais il y a un truc qui va pas, quoi». Donc c'est Ouais, un bien peu sûr. ce qui a détourné un peu je pense pas mal de gens des frameworks. Parce que voilà, il y a un moment donné, si tu veux faire un site performant, c'est pas normal de télécharger des choses inutiles. Donc enfin d'imposer ça à ton visiteur. Bon après, Ouais, tu ça se tient, tu hein. m'as enfin bon écoute, je t'avoue que je connaissais pas du tout Tailwind, tu m'as bien convaincu parce que c'est vrai que, bah, c'est un framework, mais sans les inconvénients, en fait, du framework puisque, bah, déjà la purge.
pouvoir nettoyer et faire des fichiers de CSS de prod légers, c'est pas mal. Tu as les classes, mais tu peux aussi créer tes propres classes avec le apply. Ouais, enfin, la doc est bien faite, parce que là, je regardais la doc en même temps. Elle est quand même assez complète. Et effectivement, la recherche enfin, c'est aussi le point fort quand tu as un projet open source qui est robuste, c'est la doc, quoi. C'est de pouvoir retrouver toutes les infos qu'on veut. Donc ça, c'est déjà un point fort. Ouais, j'avoue que Et tu ça me tente. as beaucoup, beaucoup d'exemples. Ouais. Adam a fait beaucoup, beaucoup de vidéos où il vient expliquer le PAPA, le BABA, quoi. Donc, si tu n'as pas envie de lire, franchement, tu regardes les vidéos il a fait énormément de screencasts où il explique comment il fait ça avec Tywin. Pareil, il a une chaîne YouTube où il y a je sais pas combien de vidéos où en fait, il refait des sites classiques avec Tywin. Et ouais, il va super loin, il explique vraiment, vraiment bien les choses, quoi. Après, pareil, sur les images ou sur les SVG, Mm. le- bah, tu peux, pareil, les custom avec Tywin, tu vois, sur les fils couleurs, sur la size, tout ça. Tu peux tout faire directement dans ton markup. Et bah, justement, moi, j'ai découvert le pattern où tu prends ton fichier SVG, tu le mets dans un espèce de compresseur qui va. Parce qu'en fait, le problème de mettre ton SVG, de copy-paste Mm. ton SVG dans ton markup, c'est que tu vas avoir je sais pas combien de lignes, quoi. Du coup, ça devient difficilement lisible. Donc, soit tu viens le déporter dans un composant à part, soit un petit pattern que j'ai trouvé justement, c'est de compresser le pass. Et en fait, au lieu d'utiliser que des valeurs numériques, ils utilisent des alphas numériques. Du coup, ça compresse, enfin, ça réduit la taille de ton pass. Mm. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus facile, plus léger, plus petit. Et il te vire toutes les balises qui servent à rien. Ce qui fait que bah, dans ton markup, tu as 3-4 lignes pour ton SVG. Donc, c'est pas gênant en fait. Bah, ton icône, enfin, tu vois, ton icône, il est intégré directement dans ton markup. Et tu utilises les classes pour la hauteur, la largeur, la couleur, la propriété over si tu en as besoin. Tu vois, tu viens l'intégrer directement, quoi. Donc, ouais, c'est le dernier point que je voulais aborder Mm. sur les SVG. Où, mais dans l'idée, ouais, enfin, pour te dire, hein, je te dis, moi, j'étais vraiment sceptique. Et en fait, quand tu commences à jouer avec, tu vois vraiment, un, le gain de temps, deux, le niveau de custom que tu peux avoir, et trois, la perf à la sortie. Et une valeur qui est importante pour moi, c'est la développeur expérience. Bah ouais, expérience de développeur plutôt sympa, quoi. Avec une doc en plus solide derrière. Bah moi, ça me suffit et ça me plaît vraiment, quoi. Ça me plaît vraiment. Et je t'invite fortement à essayer sur un petit projet. Et tu verras quand tu commences. Ouais, c'est comme tout, quoi. Au départ, il faut passer un petit peu la barrière. Donc faire l'effort, quoi. Mais après, ça va vraiment vite. C'est vraiment bien. C'est custom et c'est léger. Ok, bon. Je sais pas. Ouais, bah, c'est clair que je vais. Ouais, C'est à tester. ouais, ouais, C'est complètement, à ouais. tester. Vraiment, en fait, c'est sortir de l'idée reçue. Et je te dis, moi, j'étais vraiment là-dedans, en mode, non, vas-y, Encore un c'est quoi framework ce de truc? plus. C'est Enfin, une hype. C'est ça, c'est encore un nouveau hmm, framework, encore le même truc. C'est complètement une hype, voilà. Qu'est-ce qu'il y a, quoi? Et en fait, je voulais comprendre. Je voulais comprendre. Et en fait, le fait d'essayer sur un micro-projet, tu vois, tu fais juste une page, tu fais une landing page et voilà, tu fais ton truc. Et ouais, au final, enfin, vraiment, moi, le premier truc qui m'a bluffé, c'est la vitesse à laquelle tu designs ton truc. hmm. Ça va super vite. Ouais, vraiment, vraiment. Donc, ouais, faut essayer. Ok. Faut essayer, hein. Y a pas le choix. Bon, bah, super. Y a Les pas le payer, c'est choix. l'adopter, j'ai l'impression. Donc, ouais, je vais tester assez rapidement. Carrément. Et ouais, juste pour revenir, on en parlait hier là sur Bootstrap 5 en version alpha qui a été annoncé
Je crois que c'était hier. On est combien aujourd'hui? Il y a 2 jours, ouais, le 16 juin, Ouais, version 5, de Bootstrap en version alpha et la grosse, nouveauté, enfin la grosse annonce, c'est qu'ils enlèvent la dépendance de jQuery et ils ta-da-da-da, voilà, ouais, tadam! en 2020, comment dire? Il était temps. C'est pas mal, c'est pas mal. Bah Ouais, et c'est pas puis mal. Bah, ils ont il faut y dégagé le support d'Internet Explorer aussi, donc ça c'est aussi, bah, j'ai envie de dire aussi enfin. Donc c'est pour moi, c'est aussi un message. En fait, Bootstrap, bon, bah, je l'utilise plus tellement, mais après, il est quand même encore beaucoup utilisé par des développeurs. Mais le fait qu'il dégage jQuery et qu'il dégage Internet Explorer, je pense que c'est un signal, en fait. Enfin, pour moi, j'ai envie de dire, bah, c'est un signal, quoi. C'est jQuery arrêté, quoi. Et puis Internet Explorer, c'est enfin, moi, j'ai encore des clients qui me demandent, enfin, il y a pas une des dernières missions que j'ai fait, c'était support d'IE11, donc là, aujourd'hui, si jQuery, dégage ça, mmh. c'est je veux dire, il y a plus d'excuses, quoi. Tu es plus obligé de le supporter et bah, je sais pas, toi, tu en penses quoi de jQuery, bonne nouvelle quand même, non? Ah non, non, beh, bien sûr, je pense qu'on pourrait faire un épisode Oui, entier bah, de toute sur, façon, oui, on avait sur la prévu. mort de jQuery, et c'est complexe et je pense qu'on mais ouais, on prendra le temps d'en parler dans un épisode en entier, mais je pense que c'est une bonne chose que Bootstrap, vire jQuery. Après, qu'est-ce qu'ils annoncent, sur Bootstrap 5? C'est quoi le nouveau truc à Il y a un part, nouveau, ils leur, changent le style, en fait, en gros, new look and feel, donc ils vont changer un peu le style des composants, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les custom properties, sur CSS. Ça, c'est un peu ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, écoute, ouais, les formulaires changent un peu. ouais, après, bon, de toute façon, Voilà, c'est, c'est peut-être en alpha, ouais, c'est une alpha, donc il il y y a a encore peut-être plein de pas choses le qui vont changer, mais bon, ouais, il y a pas des trucs révolutionnaires. C'est juste qu'à mon avis, ce qui va être, bah, ils vont adopter les nouvelles techno, quoi. Enfin, voilà, un peu plus, ils moderniser un peu tout rafraîchissent ça, un peu le quoi. truc, Ouais, quoi. moderniser, puisque voilà, il Ouais, y avait besoin de toute ouais. façon. Je crois que la version 4 était sortie en 2017, il me semble, un truc comme ça, donc ça commence à dater, quoi. Ouais, ouais. Après la version 4, c'était la première version qui venait intégrer les Flexbox, je crois, non? Ouais, je sais plus, honnêtement, je l'utilise plus depuis un moment, donc je Mmh. t'avoue que Non, moi non plus. Moi non plus, mais donc voilà, quoi, ouais, donc clairement. non, ouais, c'est intéressant, voilà. jQuery, je pense quand même, pour revenir dessus, c'est que, il va falloir un bon moment avant de le voir disparaître et de nettoyer un peu tout le web, parce qu'il y en a vraiment partout, quoi. D'ailleurs, il y en a enfin, j'espère un jour que WordPress va le dégager aussi, puisqu'il est par défaut et que, bah, étant donné que WordPress, c'est 30 des sites, bah, ça fait beaucoup de jQuery, sur le web. Mais bon, dans quelques années, j'espère que ça aura on aura nettoyé tout ça. Parce que, enfin, bon, enfin, on fera un épisode, C'est une question de temps, ouais, on fera un épisode spécial mais jQuery. on peut faire un épisode, ouais, complet, Ouais, carrément, parce qu'il y a carrément, vraiment pas d'intérêt carrément. aujourd'hui d'utiliser, mais bon. Voilà, voilà. Donc, bah, concernant Tailwind, qu'est-ce que t'en penses? On a tout dit pour l'épisode? Ouais, ouais, pour moi, on a tout dit, donc non, clairement, il faut essayer, je pense d'autant plus si on n'a pas trop la fibre design, en tant que développeur, ça nous permet de rester dans un cadre, et en fait, ça nous apporte de la customisation avec, des valeurs persistantes, Hmm. quoi, donc ce qui c'est plutôt pas mal. Donc non, ça amène beaucoup, beaucoup, facilité, rapidité, tout ça. Donc non, non, clairement, il faut casser la barrière au départ, il faut vraiment tester et puis après, bah, on voit peut-être que ça matche pas pour tout le monde et c'est pas Hmm. grave. Et Mais je pense que ça amène quand même beaucoup de choses. t'avais quelques URL pour, je crois qu'il y a des composants, non, prêts à l'emploi, ou un truc comme ça, qui s'adaptent. Ouais, absolument, ouais. Alors après, Tailwind CSS, c'est vraiment, c'est open source. Heu, Par contre, ils sont en train de construire une bibliothèque qui est payante, Ah, mais bon, qui est à côté, hein, c'est un autre projet à côté bah, qui s'appelle, Tailwind, UI, où pour le coup, ils designent directement les composants avec Tailwind.
Mais enfin, c'est vraiment un projet indépendant, Oui, quoi. oui, Donc bah, en même c'est temps, si tu veux gagner du c'est un temps et peu normal, enfin, je veux dire, les gars, ils bossent, déjà sur Tailwind CSS, il faut bien qu'ils gagnent un petit peu d'argent, donc Ah ouais, ouais, non, un side projet où ils vont bien pouvoir sûr, vendre leurs bien sûr, services, c'est quand même, enfin, c'est le minimum, quoi, qu'on peut, leur accorder, quoi. donc non, non, là-dessus, c'est 2 trucs Mmh, différents. Après, il y a aussi je crois qu'ils sont plusieurs sur le projet, un truc qui s'appelle Blocks, on mettra les liens de toute mmh, façon, mais où pareil, lui, c'est un peu le même concept que Tailwind UI, où ils viennent justement faire des composants avec Tailwind et bah, tu peux créer tes trucs copy-paste très très rapidement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, il y a une bibliothèque qui s'appelle tailwindcomponent.com où là, bah, tu vas retrouver plein de composants, pareil, prêts à l'emploi. Par contre, eux, ils viennent intégrer du JavaScript. Donc, parfois, voilà, si tu es sur React, si tu es sur Vue, moi, personnellement, je préfère avoir le composant designé et après, c'est moi qui intègre moi-même mon JavaScript. mmh. Comme ça, Ouais, je suis je fais d'accord. mes propres choix et c'est un peu mieux. Et il y a même un framework pour générer des emails Bouh. basé sur Tailwind. Et donc, en fait, le framework, en fait, tu vas designer ton email avec Tailwind, tu vas le lancer sur ton build, et lui, il va te générer tous les trucs, parce que bon, la création d'email C'est un plaisir. designé, bien sûr, hein, on adore ça. Et pour le coup, lui, ça vient builder et il est conforme en fait à tous les navigateurs, quoi. Donc c'est un petit peu le MGML mais en version Tailwind, quoi. Donc Ah. c'est plutôt pas mal. Personnellement, j'ai pas testé. Donc il faudrait que je teste. Mmh. Après, sur le site officiel, enfin sur le repo de GitHub, il y a une section sur Awesome Tailwind. Bah, qui pointe vers un autre repo GitHub où, pour le coup, il y a tout référencé sur tout l'écosystème Tailwind, quoi. Et là, il y a beaucoup, beaucoup de ressources. Mais ouais, clairement, les deux, trois plus gros, c'est ça. Le côté couleur, c'est pas mal. Générer tes couleurs, générer tes gradients aussi si tu veux faire des backgrounds avec des gradients ou tu veux faire des bordures même avec des gradients. Bah, il y a des plugins pour faire ça. Donc, ouais, je te dis, il y a vraiment tout un écosystème et un niveau de customisation qui est assez fort avec des extensions. OK. Bah, c'est bien parce que c'est important d'avoir une grosse communauté pour, bah, ça réconforte, en fait, dans le fait de l'utiliser et de se dire: «Bah, c'est pas un projet qui va disparaître d'ici un an». Il y a une grosse communauté, donc dans tous les Ouais, cas, non, mais ça clairement, tient, quoi. là, ouais, ouais, enfin, je te dis, il y a plus de 24 000 stars sur GitHub, il y a 2000 commits, le truc, il a plus de 3 ans, il y a tout un écosystème autour. Donc, clairement, on n'est pas sur le framework de 3 étudiants qui sortent d'une école et qui font leur truc un peu ésotérique et tout. Non, là, c'est vraiment, enfin, c'est solide, quoi. C'est vraiment solide, c'est implémenté partout, sur plein de sites en prod et tout. Donc, non, pour le coup, il est largement mature pour pouvoir s'y pencher de manière vraiment sérieuse et commencer à jouer avec pour voir le potentiel. Et peut-être ça match, peut-être ça matche pas et c'est pas grave. Mais en tout cas, faire un micro-projet avec pour voir le potentiel et voir comment ça marche, moi, ça m'a permis de casser des barrières, que je pensais être des problèmes alors qu'en fait, ça n'en était pas, clairement. D'accord. Bon, OK. Bah, écoute, Eh ben nickel. nickel, Mais écoute, maintenant c'est à toi de ouais, jouer. c'est clair. Maintenant c'est à toi de faire un truc en Tywin. Je suis chaud comme la braise. Non, non, j'ai bien envie, hein. Mmh. Nickel. Bon, bah, écoute, on va arrêter pour l'épisode, je pense qu'on a bien résumé tout ça et puis, bah, on se retrouve, dans un prochain épisode pour, Yes. discuter de développement et normalement ça sera, du SEO d'après ce qui est programmé. Exactement, on sera avec Nicolas qui nous parlera du SEO, de toutes les best practices aujourd'hui, en 2020, et comment en tant que dev, on peut intégrer
toutes les bonnes pratiques SEO directement à la conception, quoi, pour éviter en fait de refaire des choses qui peuvent être faites directement quand on développe notre site, quoi. Yep. Bon, nickel. Absolument. Bon, bah, on vous dit tous à bientôt. Ciao. Ciao, ciao, merci, à bientôt. Retrouvez Double Slash sur vos plateformes de podcast préférées et sur le site internet du podcast www.slash-podcast.fr. Sur le site, vous allez retrouver tous les liens des épisodes, des références évoquées durant l'émission.